Plusieurs millions de Français se croisent sur les routes de juillet et d'août, long week-end dangereux. Réaction au plan de redressement de la sécurité sociale, les médecins et les hôpitaux. Mais le mal est européen, le cas allemand. Carter aux Américains, aidez-moi contre les grandes compagnies pétrolières. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au cours des quelques jours qui viennent, disons entre demain et vendredi prochain 3 août, presque 20 millions de Français vont prendre la route. Soit pour rentrer de vacances, parce que cela passe vite les vacances, soit pour aller en prendre, ce qui fait un peu envie à ceux qui ne partent pas encore. Or, à la veille de ces grands départs, la sécurité routière lance un cri d'alarme devant la forte progression des accidents qu'on enregistre depuis le début de 1979 par rapport à l'an passé. Pour les 5 premiers mois de cette année, près de 100 000 accidents, ce qui fait 800 par jour. Cette année, il y a eu sur les routes 90 morts et 850 blessés de plus que l'an dernier à la même époque. La sécurité routière explique cette augmentation des accidents par le non-respect de la limitation de vitesse. Depuis le 1er juillet, 152 opérations de contrôle ont été effectuées par la gendarmerie et la police. Monsieur, quels ont été les résultats de ces opérations de contrôle? Depuis le 1er juillet, ces résultats ont été de 13 568 procès-verbaux pour excès de vitesse. Comme l'a déclaré M. Bonnet, ministre de l'Intérieur, c'est une des principales causes des accidents graves de la circulation. Les conseils sont donc évidemment à la prudence. Prudence pour vous, bien sûr, mais aussi prudence pour les autres. Pour vous inciter à la sagesse, de nombreux contrôles seront effectués ces prochains jours. Concernant les retours de vacances, notre bison futé national vous recommande d'éviter de circuler les vendredis 27 juillet et samedi 28. Quant aux horaires conseillés pour les départs ces 3 prochains jours, les voici. Vendredi, des embouteillages sont annoncés entre 15h et 21h en direction de la province. Samedi 28 juillet, il serait bon de ne pas prendre la route entre 3h du matin et 15h. Il est préférable de partir l'après-midi. Enfin, et c'est le dernier conseil de Bison Futé pour cette fin de semaine, il sera difficile de circuler dimanche matin jusqu'à midi. Prudence, évidemment, l'un des proverbes français les plus vrais, tout le monde le connaît bien, mais tout le monde ne le respecte pas ou ne peut pas le respecter. Prudence est mère de sûreté. Je vous souhaite en tous les cas bien vivement d'arriver à bon port. Parmi les régions où l'on compte déjà une très forte densité de vacanciers, il y a la Côte d'Azur, mais tout le monde n'y vit pas en hôtel, et vous êtes nombreux qui devez aller au marché régulièrement pour acheter votre alimentation. Alors, à quel prix peut-on y remplir le panier de la ménagère, selon que l'on fait ses emplettes sur la côte ou bien à l'intérieur des terres? Voici un reportage de Jean-Marc Ilouz. Première constatation, pendant le week-end dernier, pas d'énorme différence de prix entre les marchés de Draguignan à l'intérieur des terres et celui de Sainte-Maxime sur la côte. Du moins pour 3 produits, les tomates, les pêches et les melons. Ainsi, pour 1 kg de tomates par exemple, on le trouve de 2 francs à 5 francs à Draguignan dimanche, de 3 à 6 à Sainte-Maxime. Pas d'écart injustifié non plus pour les pêches et les melons. Deuxième constatation, la vente directe au bord des routes. Le producteur vend aux consommateurs sans intermédiaire. Elle est réellement meilleur marché. Le même kilo de tomates de 1,50 franc à 2,50 francs, le melon de 3 à 4 francs le kilo. Les pêches ne sont pas toujours moins chères. Mais dans l'ensemble, des achats avantageux, à condition de faire l'effort de ne pas tout acheter au coin de la rue. En arrivant, on a l'impression qu'on va dépenser davantage parce qu'on n'est pas habitué aux commerçants, il semble que c'est plus onéreux qu'ailleurs. Mais en cherchant bien, on trouve des commerçants, en cherchant, on trouve des commerçants chez lesquels on peut s'alimenter au même prix que chez soi. Tout en restant moins cher que l'épicerie de la plage, certains supermarchés sont plus sensibles à des hausses de prix estivales. Dans le Var, les relevés de prix de l'Union fédérale des consommateurs indiquent une hausse de 4 à 8% entre mai et juillet sur un ensemble de 100 produits tests de grande consommation. Des tarifs pour touristes, juge cette ménagère varoise, le soleil n'a pas endormi sa vigilance. Ça commence aux environs de Pâques à peu près. La vie commence à augmenter tout doucement, alors je ne pourrais pas vous dire exactement combien se chiffrent les augmentations, mais en fait c'est évident. Pour viande et poisson, il est difficile d'établir une moyenne, tant l'éventail des prix est large.
et beaucoup de vacanciers se rabattent sur les salades. Chez les traiteurs, elles ne sont pas toujours très bon marché. Comme cette salade exotique, selon le test de l'Union des consommateurs du Var, elle revient à 15 francs. 9 de marchandises, 6 de salaire. Vous allez plutôt au restaurant, vous vous servez chez le traiteur, vous préparez les choses vous-même? Plutôt à la maison parce qu'on est d'abord une famille avec 3 enfants. Rarement chez le traiteur parce que les prix sont très chers, très élevés. Et puis de temps en temps au restaurant. Mais la loi du moindre effort, le manque d'enthousiasme pour les encombrements sur la route du supermarché ou tout simplement le dépaysement ne pousse guère les vacanciers consommateurs à la vigilance. L'augmentation des prix que nous constatons dans nos relevés est due à une diminution de la vigilance des consommateurs. Nous leur conseillons donc de continuer à surveiller les prix et à accepter de faire quelques centaines de mètres de plus pour trouver des magasins moins chers. En ce qui concerne les services, en particulier les restaurants où nous avons constaté certains abus criards bien qu'autorisés, là aussi le consommateur doit savoir refuser un plat, comme par exemple ce que nous avons pu remarquer, le chapon à 240 francs pour 2 personnes à Sainte-Maxime. Alors, si vous voulez éviter le pambagné à tous les repas à la fin de vos vacances, soyez attentifs au prix dès votre arrivée. Hier soir, ici même, M. Jacques Barrot, ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, est venu vous expliquer le plan adopté en Conseil des ministres le matin pour redresser la situation financière de la Sécurité sociale. Il s'agit au premier chef d'enrayer une situation particulièrement préoccupante, l'accroissement des dépenses de santé de 22% par an, ce qui pouvait déboucher à la fin de l'année prochaine, si on ne prenait pas de mesures, à un déficit cumulé de 24 milliards de francs, actuels naturellement. Le plan mis au point, qui comprend entre autres un effort temporaire de 18 mois demandé aux assurés sociaux, vise en priorité, disais-je, à freiner l'augmentation des dépenses de santé. Ce plan repose sur 4 mesures essentielles que rappelle Jacques Merlin. Oui, 4 mesures essentielles dont la première concerne l'ensemble des salariés et quelques assurés sociaux, notamment les agriculteurs. À partir du 1er août, vous le savez, nous paierons 1% au titre de la sécurité sociale en plus sur l'ensemble de notre salaire. C'est une mesure qui est extrêmement simple. Si vous gagnez 3 000 francs par mois, eh bien vous paierez chaque mois 30 francs en plus pour la sécurité sociale. C'est une mesure à caractère exceptionnel et limité dans le temps. Elle ne devrait pas durer plus de 18 mois. La seconde mesure concerne les médecins et les dentistes. Les tarifs de leur consultation ne seront pas relevés en octobre et en janvier prochain comme c'était prévu. Troisième mesure, une contribution de l'État qui prendra à sa charge la formation des étudiants en médecine. Cela va lui coûter de 3 à 4 milliards de francs. Et puis l'État prêtera également 5 milliards de francs à la sécurité sociale. Enfin, quatrième mesure, les budgets des hôpitaux publics seront bloqués. Par exemple, ici, à la Pitié-Salpêtrière, le budget voté pour cette année est de 680 millions de francs. Eh bien, le directeur de cet hôpital ne devra pas dépasser ce budget. Si en fin d'année, il voit que ses dépenses augmentent à un rythme un peu trop rapide, il devra prendre des mesures d'économie. Alors, Monsieur Reynaud, vous êtes président de la Fédération hospitalière. Qu'est-ce qui pourrait être fait, à titre d'exemple, pour précisément réaliser ces économies ? Eh bien, il faut d'abord resituer le contexte de ces économies dans le cadre du service public hospitalier. Si les dépenses augmentent trop vite, c'est qu'il y aura des malades supplémentaires qui auront besoin de soins et qui se présenteront à nous. Pour les soigner à la fois correctement et en maintenant la qualité, si nous n'avons pas une enveloppe extensive, nous devrons donc faire des économies par ailleurs. Alors, par exemple, il n'est pas question de ne pas payer le personnel qui aura des améliorations de situation financière en fonction de l'érosion monétaire, mais nous serons tentés naturellement de nous rabattre sur les dépenses d'entretien. Ce seront vraisemblablement les premières victimes de ce blocage. Entretien des bâtiments pour des marchés qui ne seraient pas encore passés, diminution ou ralentissement des achats de matériel et de produits d'entretien. Alors nous vous avons déjà donné un certain nombre de réactions. Voici celle de la Confédération syndicale des médecins français, qui l'ont d'ailleurs déjà donné ici. C'est tout le système de santé de notre société qui est remis en cause. Quant à la Fédération des syndicats pharmaceutiques, c'est-à-dire les pharmaciens d'officine, comme l'on dit, elle indique qu'en raison de la fragilité de leur équilibre économique, les pharmaciens ne sont pas en état
de supporter une contribution de 1,5% sur le revenu de 1979, 1,5% donc, même à titre exceptionnel. Pendant toute cette semaine, nous vous avons présenté des enquêtes, reportages sur la santé et nous continuons avec le souci de vous permettre de faire des comparaisons sur la situation chez nous et chez les autres. Lundi, nous avions commencé par l'Italie, mardi c'était la France, hier avec M. Barrot c'était notre spécial santé, demain ce sera la Grande-Bretagne. Je vous invite à suivre ce soir le reportage de Michel Meyer, représentant permanent d'Antenne 2 en République fédérale d'Allemagne. Relation de cause à effet, la santé est devenue une vedette de la télévision. Depuis 2 ans, les émissions sur la prévention des maladies, l'hygiène ou le bon usage du sauna ou du sport se sont multipliées. Pour le sud de l'Allemagne, c'est une médecin speakerine qui consulte par petit écran interposé. Elle est elle-même très surprise de son succès. Le courrier est abondant, l'audience est inespérée, nous dit-elle. Elle va même au-delà des frontières de la République fédérale. Ce qui suggère bien entendu à notre doctoresse télévisée la mise en place d'une Europe de la santé par les ondes, avec échange de programmes et de spécialistes. Et moi aussi, je serais très heureuse d'avoir la chance de dire un jour à tous les téléspectateurs français, bonne santé. Dans la presse, même intérêt plus critique et plus irrespectueux pour les travaux de médecins dont on attend un peu moins de miracles que dans le passé. On s'aperçoit en effet que les hommes en blanc sont des citoyens normaux et qu'ils en ont les mêmes faiblesses et appétits. Renfort inattendu pour une presse allemande très sensible aux angoisses de son public, une sommité de l'orthopédie, le professeur Julius Hacketal, depuis 1 an, il a déclaré une guerre totale à ses confrères, ses livres sont devenus des best-sellers. Es geschieht zu oft, dass an Patienten Operationen Trop souvent, nos chirurgiens entreprennent sur leurs patients des opérations qu'ils n'accepteraient ni pour eux, ni pour leurs amis. Trop souvent, les médecins prescrivent des médicaments qu'ils ne prendraient pas eux-mêmes. Trop souvent aussi, des opérations sont réalisées par des débutants incapables de les accomplir. Cette médecine allemande coûte très cher aux caisses publiques qui dépensent actuellement 80 milliards de Deutschmark par an, soit 2 fois plus qu'en 1974. Si l'explosion des coûts se poursuit au rythme actuel, les cotisations augmenteront au point qu'en l'an 2000, elles mangeront l'intégralité du salaire de l'assuré social. Ce serait la mort d'un système d'assurance assez exemplaire, créé par Bismarck à la fin du siècle dernier. De la même manière que chez le médecin et en pharmacie, il me suffit de présenter cette ordonnance pour recevoir gratuitement tous les médicaments prescrits par mon médecin. Gratuitement, c'est beaucoup dire, car il me faudra tout de même payer 1 mark, je dirais, symbolique, par médicament prescrit, peut-être pour que je n'oublie pas que ces médicaments coûtent cher et qu'ils sont payés réellement par ma caisse d'assurance maladie. C'est là en quelque sorte une forme d'éducation. En effet, la gratuité des médicaments, gratuité apparente, n'est pas en Allemagne fédérale un facteur qui réduit leur consommation, tout au contraire. La surconsommation de médicaments est en effet devenue un problème de société en Allemagne. On en consomme un peu à tout propos et en toutes circonstances. Dans un pays où les produits pharmaceutiques sont en moyenne plus chers que partout ailleurs en Europe, c'est là aussi un facteur qui favorise l'explosion du coût de la santé. Le lobby allemand de l'industrie chimique profite bien naturellement de cette situation. Avec 12 milliards de Deutschmark par an, c'est l'équivalent du budget d'un État comme la Finlande qui est englouti dans la consommation de médicaments. Freiner cette dépense est donc l'un des objectifs prioritaires des autorités de Bonn. Nous ne pensons rien de bon d'une nationalisation de la santé. Encore plus de bureaucratie serait à craindre, cela correspondrait à encore moins d'efficience et surtout pas à une amélioration des prestations. Nous avons par exemple, dit-il, au cours des dernières années, fixé un plafond pour les gains des médecins et les dépenses pour les médicaments.
À vrai dire, le débat allemand sur la politique de santé n'est pas d'ordre idéologique, dans un pays où l'on va de plus en plus chez le médecin comme chez un mécanicien du corps humain. Le financement de la santé soulève certes des problèmes aigus, mais ils sont mineurs par rapport à ceux que pose la déshumanisation, la robotisation de la médecine. Si vous voyez les hôpitaux chez nous, en acier et en verre, ce sont des vrais cauchemars et des vraies casemates médicales où on traite des machines. Ce sont des fabriques médicaux, mais ce ne sont plus des lieux où il y a des relations normales. C'est vrai que dans certaines cliniques, on se croirait dans un laboratoire de la NASA. Il reste qu'en matière de diagnostic complexe, les travaux remarquables des médecins allemands sont reconnus et respectés dans le monde entier. Conflit aigu entre le président Carter et les grandes firmes pétrolières américaines. De quoi s'agit-il? Eh bien, ces compagnies vont aligner progressivement les prix du pétrole produit aux États-Unis même sur les prix du pétrole du marché mondial. Ce faisant, elles réaliseront des super bénéfices. Le Sénat est saisi d'un projet d'impôt sur ces super profits et, selon le président Carter, le lobby du pétrole multiplie ses efforts pour que cet impôt ne soit pas voté. The windfall profits tax bill. If this happens, then we cannot reach our energy goals. I want to serve notice tonight that I will do everything in my power as president to see that the windfall profits tax is passed, because I consider it to be crucial to our nation's future. Les compagnies pétrolières américaines, on les appelle les majors parce que ce sont les plus puissantes du monde. Et si elles sont si puissantes financièrement et même politiquement, c'est parce que leurs profits, qui étaient déjà énormes à l'échelle multinationale, se sont mis depuis la crise pétrolière à augmenter formidablement. Quelques exemples. En 3 mois, les profits de Exxon, c'est-à-dire Esso, ont pris 23%, Mobil 30%, Shell 50%, Standard Oil 70%, etc. Pourquoi ? En schématisant, quand vous prenez tant % sur un produit donné, plus le produit augmente à la base et plus vous gagnerez d'argent, c'est évident. Et ce produit de base, pour les pétroliers, c'est bien sûr le pétrole brut du Proche-Orient et d'ailleurs, et il augmente sans arrêt. Et puis, les majors américaines exploitent aussi le pétrole national, celui du sol américain. Et par décision de l'exécutif de Jimmy Carter, ces prix-là vont monter aussi, nouveau super profit. Enfin, les compagnies pétrolières sont gestionnaires des stocks. Au fur et à mesure des hausses du brut, en retenant un maximum de pétrole dans les cuves avant chaque hausse, pour l'écouler après, on peut gagner énormément d'argent. Cela, bien sûr, peut parfois perturber la distribution. Les Américains qui ont fait la queue devant leur pompe à essence en savent quelque chose. Et c'est une des raisons pour lesquelles les majors sont si impopulaires. Et c'est en s'appuyant d'ailleurs sur cette impopularité que Jimmy Carter s'attaque aux pétroliers. Que leur dit-il? Il dit « Rendez l'argent, remettez tous ces super profits dans mon plan énergétique ». En effet, énergie nouvelle, carburant synthétique, tout cela, nous en avons parlé, va coûter des milliards de dollars. L'État ne peut pas tout payer lui-même. Si les compagnies pétrolières n'y investissent pas, il n'y a plus de plan Carter. Alors la consommation continuera de s'envoler avec de graves conséquences sur les prix, sur le dollar et sur toute l'économie mondiale. L'enjeu est donc énorme. Or, les majors ne sont pas du tout disposés à payer. Ils préféreraient conserver leurs investissements pour la recherche pétrolière classique qui coûte de plus en plus cher. Et comme leur énorme puissance financière leur donne aussi de très nombreux appuis politiques au Congrès, c'est une bataille qui est loin d'être gagnée d'avance pour Jimmy Carter. Selon notre ministère du Budget, les recettes fiscales de l'État ont progressé en France de presque 16% au premier semestre par rapport à la même période de l'an dernier. C'est la taxe intérieure sur les produits pétroliers qui est l'impôt ayant le plus progressé, 57% d'une année sur l'autre. Le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi par les députés et les sénateurs de l'opposition, a rendu sa décision et a confirmé que la loi organisant l'exercice du droit de grève à la radio et à la télévision était conforme à la Constitution. Le Conseil a seulement modifié légèrement les dispositions relatives au programme minimum en cas de grève. La loi va donc être promulguée avec les modifications apportées par le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui commence le Ramadan, ce mois qui est au cœur de l'année pour tous les musulmans. C'est pendant 28 jours une période de méditation, de réflexion et de prière, mais aussi une épreuve physique, car le Ramadan signifie le jeûne entre le lever et le coucher du soleil, et ce jeûne a une influence directe sur le travail. Il faut que nos compatriotes musulmans qui suivent ce mois dans la joie et la ferveur
puissent avoir le sentiment de la solidarité entière de toute la population, quelle que soit la confession de chacun. C'est ce qu'a rappelé aujourd'hui M. Jacques Dominati, secrétaire d'État auprès du Premier ministre. M. Kadoumi, chef du département politique de l'OLP, a quitté Paris aujourd'hui après une visite de travail de 2 jours. Il avait eu un entretien d'1 heure et demie à peu près avec M. Jean-François Poncet, notamment à propos de la situation sur le terrain au Liban. Le ministre français des Affaires étrangères avait exprimé ses préoccupations au sujet de cette situation et il a rappelé que la France venait de faire part de ce sentiment au gouvernement israélien après les récents bombardements du Liban par l'aviation d'Israël. L'éventualité d'une visite en France de M. Yasser Arafat n'a pas été évoquée, mais bien entendu, on a parlé de l'attentat d'avant-hier contre le chef du département militaire de l'OLP, M. Zahir Mozen, abattu avant-hier à minuit devant son domicile à Cannes et qui, après un coma d'une 40aine d'heures, est décédé cet après-midi à l'hôpital Saint-Roch de Nice. M. Mozen a été tué par un inconnu qui n'a fait feu qu'une seule fois, atteignant sa victime au front. Yasser Arafat croit que les auteurs de l'attentat seraient des agents israéliens, mais ce n'est pas du tout l'opinion de la police française. On rechercherait plutôt du côté de certains groupes pro-irakiens, excusez-moi, ou égyptiens, mais dans ce domaine, il faut bien se garder de conclure hâtivement et l'enquête, naturellement, continue. URSS, eh bien, j'ai une dépêche de l'AFP qui dit que l'atmosphère n'est pas à la détente pour les correspondants étrangers à Moscou, où l'agence France-Presse est venue s'ajouter à la liste des organes d'information dont les représentants ont des bisbilles avec les autorités soviétiques. Le directeur du bureau de Moscou de l'AFP, dit cette dépêche de l'agence, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères, qui a attiré son attention sur la conduite indigne, entre guillemets, de 3 des correspondants du bureau, et qui, encore une fois, entre guillemets, enfreignent systématiquement les lois soviétiques. Et un avertissement similaire a été formulé à l'encontre du Financial Times. Il y a des régions dans le monde où il est facile de faire son métier, il y en a d'autres où c'est un peu moins facile. Une spectaculaire évasion vers midi au palais de justice de Bruxelles, celle de François Besse, celui-là même qui déjà s'était évadé en 1978 de la prison de la Santé à Paris, en compagnie de Jacques Messrine, et dont l'Odyssée à l'époque avait longuement défrayé la chronique. Comme l'on dit, Besse était emprisonné depuis quelques mois en Belgique, et il allait être prochainement extradé vers la France, mais cet homme, plusieurs fois condamné pour vol à main armée, est un véritable spécialiste de l'évasion, et ce matin à Bruxelles, il a échappé à la police pour la 5e fois. Oui, en effet, François Besse comparaissait ce matin devant le juge d'instruction à Bruxelles pour des délits mineurs tels port d'armes et usage de faux papiers, désirant ainsi, comme vous venez de le faire remarquer, bien retarder son extradition vers la France. Alors à peine assis sur le banc en face du juge d'instruction, François Besse glisse une main sous le banc. Là sont cachés plusieurs revolvers qui étaient collés au bois. Avec l'un d'eux, il menace le juge, sort rapidement du palais de justice, prenant donc le juge en otage. Là, l'attend un complice sur une moto. Il s'évade, l'évasion est réussie. François Besse laisse le juge sur le trottoir. Pour vous rappeler un peu la personnalité de François Besse, je dirais qu'il a 35 ans, que c'est un homme qui a été condamné plusieurs fois pour des vols à main armée, pour des hold-up, qui a été condamné notamment une fois par les assises de la Gironde à 15 ans de réclusion criminelle, mais c'est un spécialiste de l'évasion. Il s'est évadé 2 fois de la prison de Gradignan, 1 fois de la prison de Fresnes, et puis, vous l'avez rappelé, avec Jacques Messrine, c'était le 8 mai 1978 de la prison de la Santé. Pour le moment, il court toujours. Il court toujours. Un tiercé se disputait aujourd'hui à Évry, arrivée tumultueuse, enquête des commissaires, résultat premier le 9 Slimy, deuxième le 6 Marlion, troisième le 7 Caron, donc 9-6-7. Les rapports sont les suivants, 1891 dans l'ordre et 275,50 sans ordre, ceci pour 5 francs. Sport, tennis, Coupe de Galéa, la finale sera la même que l'année dernière, c'est-à-dire Tchécoslovaquie contre France. Les nôtres en effet ont battu les Italiens, Yannick Noah en battant Marco Alciati, pardon, 6-3, 6-3, a qualifié l'équipe française. La finale se joue demain, vendredi, samedi et dimanche. L'an passé, la France avait gagné contre les Tchécoslovaques 4-1. Ce sera sans doute plus difficile cette année. Tour de France à la voile, Roscoff-Brest, arrivé premier Dunkerque, deuxième Marseille, troisième Cannes. Classement général, premier Brest, deuxième Marseille. Voici le reportage d'Henri Gallet, l'homme d'Antenne 2, dans ce Tour de France à la voile. À la page Saint-Malo, sur le carnet de bord du bateau d'Antenne 2, mer belle, vent nul. Et un spectacle assez inhabituel. 25 voiliers sur la ligne de départ, obligés de mouiller leur ancre. Si le vent n'était pas à l'appel, le courant contraire, lui, était là, faisant culer les bateaux, comme disent les marins.
3 heures après le signal de départ, quelques voiliers avaient tout de même réussi à progresser d'une centaine de mètres, une moyenne insuffisante toutefois. Et le jury prenait la décision de faire remorquer les bateaux pour donner un nouveau départ au large. À la queue leu derrière le 3-mâts du père Jaouen, et de nuit, les First 30 du Tour de France à la voile s'en allaient vers la haute mer à la recherche du vent perdu. Au petit matin, la brise était au rendez-vous et les 25 voiliers reprenaient leur régate en direction de Roscoff. Sur le bateau d'Antenne 2, un skipper de première force, Eugène Riguidel. Ah, ça m'intéresse là parce que c'est des bateaux qui courent en temps réel et avec des équipages compétents, alors c'est une belle bagarre. Oui, vous pourriez prendre un bateau éventuellement? Oui, je l'ai déjà fait l'année dernière d'ailleurs, mais manque de chance, on avait gagné la Manche, elle a été annulée. Alors là, comme ça, cette année, c'est un bateau d'accompagnement, il y a moins de risques. Est-ce que ce type de course vous paraît difficile? Je pense que le parcours est très sélectif parce que c'est un parcours le long du littoral et avec tout, par exemple la Bretagne actuellement, il y a quand même beaucoup de coins assez difficiles à négocier, des courants également, donc c'est sûrement difficile, oui. Roscoff, vu de terre, c'est un endroit charmant. Sur l'eau, c'est un peu le revers de la médaille. L'approche du port demande beaucoup d'attention. Les cailloux affleurent un peu partout. Et comme dit le dicton, si le navire n'obéit pas au gouvernail, au rocher, il obéit toujours. L'équipage du Touquet la prendra à ses dépens. La quille de leur voilier, sans doute en manque d'affection, s'en allant caresser les écueils roscovites. On entendra même une de ces demoiselles hurler à la radio « Je veux rentrer à la maison ». Vous ne soyez plus autour en Méditerranée, j'aurais eu le plaisir de vous y retrouver. Bon courage, bon vent. Échouage à marée basse pour les 25 voiliers alignés dans le vieux port de Roscoff. Une occasion à ne pas perdre pour effectuer un brin de toilette sur les coques. Après la mer du Nord et la Manche, les voiliers du Tour de France entament aujourd'hui la partie atlantique de leur périple sur les côtes françaises. Premier au classement général, l'équipage de Brest précède Marseille de 40 minutes. Pour l'instant, les Bretons restent favoris car les prochaines étapes de la course se déroulent sur leur terrain. Dans quelques minutes, à 20h30, c'est le début de la saison de football 79-80. Elle durera 10 mois, elle s'achèvera fin mai. Une saison qui a déjà été marquée avant même le coup d'envoi par plusieurs transferts de champions. Voici sur l'écran les panneaux des rencontres de la soirée, avec ce que je considère d'abord comme le match du jour, compte tenu des résultats de l'an passé, Bordeaux-Strasbourg, et puis tous les matchs s'inscrivent sur votre écran. Je vous laisse regarder un instant. Le temps demain, sur la moitié nord de la France, après dissipation des brumes matinales, temps ensoleillé malgré des nuages abondants, près des côtes de la Manche. Quelques pluies éparses pourront se produire et même des orages isolés. Les températures minimales seront en hausse et sur la moitié sud, après une matinée brumeuse, le temps sera ensoleillé malgré quelques foyers orageux isolés qui affecteront surtout le Massif central, les Alpes et la Corse. Les températures resteront élevées. Le dernier journal vous sera présenté tout à l'heure par Bernard Pradino. N'oubliez pas, demain, Antenne 2 midi, présenté par Daniel Bilayan. Et si vous le voulez bien, nous nous retrouverons demain soir à 20h. Bonsoir, merci.